Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur la chaîne de l'information en continu, CAMNews 24, dans le cadre de ce programme Conversation. Trois sujets vont nous intéresser. Le Cameroun qui a son nouveau code pénal, il vient d'être adopté par le Parlement camerounais sous fond de protestation et de contestation. C'est finalement le chef de l'État, Paul Biya, qui a instruit un amendement final. Autre sujet également dans ce programme, on parlera de l'avocate franco-camerounaise Maître Lydiane Youm qui vient de voir sa peine liquidée, si on peut s'exprimer ainsi, selon un décret présidentiel de Paul Biya. Elle était condamnée à 25 ans d'emprisonnement ferme pour détournement de deniers publics et bien, désormais, elle est libre. On sortira de ce programme avec un autre sujet. Aminata Ouahidio est désormais la toute nouvelle présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé. Elle a été nommée par un décret présidentiel du président de la République, Paul Biya. Voilà trois sujets, trois faits marquants qui vont nous intéresser au cours de ce programme Conversation. Et bien évidemment, pour converser, pour discuter, pour échanger, Maître Jean de Dieu Momo est avocat au barreau du Cameroun. Il est président du PADEC, un parti politique de l'opposition. Il est surtout notre invité. Bienvenue. Merci. Alors, Maître Jean de Dieu Momo, car 9 ans après, le Cameroun a son nouveau code pénal. Une avancée, pourrait-on dire. Oui, on s'attendait à un toilettage quand même d'un vieux code pénal fédéral, parce que c'est quand même depuis l'État fédéral que ce code existe. On s'attendait à ce qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui soient qui sont obsolètes, qui soient révisées. Mais on est quand même surpris que sous le prétexte, et ça ne me surprend pas de la part de ceux qui sont au pouvoir, sous le prétexte de ce toilettage, on ait inclus des dispositions très protectionnistes, n'est-ce pas, de l'appareil d'un certain nombre de privilégiés au pouvoir. Et donc, on a le sentiment que c'est un code qui est fait pour les riches contre les pauvres. C'est-à-dire que c'est un code qui pénalise la pauvreté au Cameroun. Il y a des dispositions qui tendent à croire que les laissés pour compte, ceux que le président de la République appelle, parlant de ceux qui sont laissés sur le trottoir, ceux qui sont laissés sur le trottoir de l'évolution, sont marginalisés, sont de plus en plus marginalisés, sont de plus en plus pointés du doigt comme étant les pauvres. Donc nous sommes dans une société où la pauvreté est pénalisée, la pauvreté devient un délit. En ce que, d'abord, il y a cette disposition sur les loyers. On va y revenir, maître. J'aimerais qu'on aille de manière crescendo. Commençons déjà par, on sait qu'il vient de préciser que le Parlement a adopté le code pénal après l'amendement introduit, si vous voulez, par le chef de l'État au niveau du Sénat. Je ne pense pas que ce soit le chef de l'État qui a introduit un amendement. Parce que le projet n'est pas encore retourné chez le président de la République. Normalement, après l'Assemblée nationale et donc le Sénat, l'adoption, le texte adopté. Il était encore en étude au Sénat. Voilà. Il est désormais adopté là aujourd'hui. Donc, il doit être renvoyé chez le président de la République qui dispose d'un délai de 15 jours pour le promulguer. C'est à partir de la promulgation qu'il deviendra loi. Or, en ce moment, le président de la République n'a pas encore. Donc, le président a la possibilité, usant de ses pouvoirs régaliens et entendant les cris peut-être des pauvres, de penser à renvoyer en seconde lecture pour alléger les dispositions qui fâchent. C'est-à-dire pour que des discussions soient ouvertes, pour que le peuple se prononce sur tel ou tel nombre de dispositions. Et à ce moment-là, il peut demander donc qu'on révise tout ça et avant de lui retourner pour qu'il promulgue en forme de loi. Qu'il y ait un consensus autour de ces questions-là. Revenons sur l'un des articles qui a beaucoup fait jaser, qui a suscité beaucoup de débats, l'article 127, justement, qui accordait les privilèges aux membres du gouvernement avant, je parle de l'article qui avait été au départ adopté par l'Assemblée nationale avant d'être amendé. Pourquoi ça a fait tant jaser alors que les membres du gouvernement bénéficient effectivement déjà d'une immunité? Je pense que non, ils ne bénéficient pas d'une immunité. Même pas de fonction? Non, pas du tout. Ils ne bénéficient pas d'une immunité. Ils sont justiciables. Il ne faut pas dire des choses. C'est les membres de l'Assemblée nationale
qui bénéficient d'une immunité. Du Parlement, en fait, même les sénateurs aussi. Voilà. Oui, le Parlement, c'est-à-dire les sénateurs, ils bénéficient d'une immunité. Ça, ce n'est pas discuté. Et donc, je crois que en voulant toiletter cette disposition fédérale, ils ont maintenu les membres du gouvernement, alors que les membres du gouvernement, en l'état actuel, ne bénéficient pas de l'immunité. Mais ce faisant, ils ont laissé croire qu'ils voulaient en fait leur donner une immunité dont ils ne bénéficient pas. Voyez-vous, l'officier d'état de police judiciaire qui n'a pas fait son droit aussi loin que possible, devant cette disposition, aura de la crainte à auditionner un ministre parce qu'il se dira que c'est interdit, il a bénéficié d'une immunité. Il n'en bénéficie pas. Le ministre ne bénéficie d'aucune immunité. Et donc, cette loi ne devrait pas lui profiter, en réalité. Mais en laissant les dispositions de cette manière, on veut tendre à croire que les membres du gouvernement bénéficient de cette immunité. On comprend donc que l'immunité est conférée par la fonction électorale, finalement, du poste que vous avez, député, élu, sénateur, élu, et même parfois nommé, mais c'est surtout le caractère électoral qui confère. Oui, disons que ici, c'est même le fait d'être le représentant du peuple qui vous confère cette immunité. C'est-à-dire que le représentant du peuple interpelle souvent le gouvernement. Son rôle, ce n'est pas de s'acoquiner avec le gouvernement. Son rôle est d'interpeller le gouvernement, d'être en porte-à-faux avec le gouvernement. Et il ne faut donc pas qu'on donne la possibilité au gouvernement et à l'exécutif de le nuire, de le poursuivre. C'est-à-dire de profiter de sa puissance publique, de la puissance publique de l'exécutif pour le poursuivre. Et donc c'est pour ça qu'on dote les élus du peuple de l'immunité. Pour leur permettre de travailler. Mais aujourd'hui, évidemment, l'Assemblée nationale est en majorité du RDPC, donc ils bénéficient d'une double immunité parce qu'ils sont en même temps les partisans de l'exécutif. Donc en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais les membres du gouvernement n'en bénéficient pas. Il faut que ce soit clair. Bon, cette disposition qui a été maintenue d'une manière à laisser croire au peuple que les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité et doit être dénoncée. Elle doit être rectifiée. Elle doit être retirée même au besoin. Il faut retirer l'expression membre du gouvernement de cette affaire-là. Il faut retirer, il faut laisser que ce soit les parlementaires. Mais que les membres du gouvernement soient retirés de cette disposition. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas être membre du gouvernement et donc gestionnaire de la fortune publique et dire que vous bénéficiez d'une immunité. C'est incroyable. Beaucoup estiment, maître, que, en fait, les ministres, prenons le cas des ministres au Cameroun par exemple, qu'ils sont dotés d'une immunité de fonction quand ils travaillent, et lorsqu'ils ont commis des gaffes, l'immunité est levée par le président qui met ses membres du gouvernement à la disposition de la justice, qui maintenant fait son travail. Est-ce qu'on peut interpeller un ministre dans l'exercice de sa fonction? Nous avons vu que le cas Bapes, n'est-ce pas? Il a été interpellé, paix à son âme, a été interpellé pendant qu'il était ministre, même s'il est mis en prison. Ça veut dire qu'il peut. Et cette loi-là existait déjà. La loi qu'on tente de modifier aujourd'hui existait déjà, même si on ne l'appliquait pas. Et même si son application a rencontré quelques couacs sur le chemin. Dans le cas de l'espèce, et les juristes l'appliquent. Et on l'a appliqué sans faiblesse contre lui, voyez-vous. Et ce n'est que, bon, par magnanimité et par politique, que par la suite, il a été remis en liberté. En liberté. Oui. Alors, si on comprend bien, maître Jean de Dieu Momo, avocat au barreau du Cameroun, président du PADEC, parti politique de l'opposition au Cameroun, vous estimez que notamment accorder une immunité aux membres du gouvernement, c'est entraver justement l'action de contrôle gouvernemental qui est dévolue aux députés. Oui, bien sûr. Mais attends, quand quelqu'un gère la fonction, les deniers publics, et que vous dites qu'on ne peut pas le poursuivre, ça veut dire que vous laissez la porte ouverte à tous les détournements possibles. Parce que si quelqu'un, il ne peut gérer que parce qu'il est ministre, que parce que sa fonction l'autorise à gérer, d'accord? Quand on fait le budget annuel, on dit tel département ministériel, telle somme est allouée à tel département ministériel. Mais si vous allez prendre ça et partager avec votre famille,
sous le prétexte que vous bénéficiez d'une immunité. Mais c'est scandaleux. Donc on ne peut pas permettre cela. C'est pas dans aucun pays. On ne peut permettre qu'un membre du gouvernement, c'est-à-dire un membre de l'exécutif, puisse bénéficier, qui n'est même pas un élu du peuple, puisse bénéficier, en plus des privilèges inhérents à sa fonction, maître, de l'immunité. Si vous prenez le budget, pour prendre votre exemple, et que vous allez le partager à votre famille, vous n'êtes plus dans l'exercice de vos fonctions. Et là, on peut vous poursuivre à ce moment. Non. Le principe est que les membres du gouvernement ne doivent pas bénéficier de l'immunité. De la même immunité que les parlementaires. Okay. Ça, c'est le principe. Là, maintenant, à voler contre ce principe, c'est ouvrir la porte grande. Moi, je ne crois pas que le président de la République puisse aller jusque-là. Alors, je ne sais pas. Alors, maître Jean de Dieu, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui même, le Parlement contrôle véritablement l'action du gouvernement, quand on sait très bien que la plupart des parlementaires prennent d'assaut les cabinets des ministres à la quête des marchés publics? Est-ce que véritablement vous pensez qu'aujourd'hui... Vous dites une chose pertinente, mais en même temps vous soulignez son contraire. Non. Le fait est que les ministres sont toujours, les parlementaires, certains parlementaires, comme d'ailleurs certains conseillers municipaux, moi j'en suis, sont toujours dans le cabinet du maire ou dans le cabinet du ministre pour solliciter les marchés. Cela est interdit normalement. Ils ne devraient même pas bénéficier des marchés publics, pour eux-mêmes directement ou pour leur famille, mais ils ont des prête-noms. Et c'est pour cette raison que je dis que globalement, le régime du Cameroun fonctionne pour les riches et contre les pauvres. Donc, et sachant que vous vous êtes entravé vous-même, en allant demander les faveurs du ministre des Finances, puisque paraît que c'est là-bas où ils sont les plus nombreux. Vous ne pouvez plus rien lui dire après. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas critiquer sa gestion après. Vous ne pouvez pas critiquer du haut du perchoir que le ministre des Finances a fait tel usage, n'est-ce pas, de frauduleux de l'argent. On a vu avec des gens comme qui bénéficient, n'est-ce pas, des privilèges chez le ministre de l'Agriculture. Ils sont incapables maintenant d'aller dénoncer que les dons en nature que nous avons reçus des Coréens, des Caterpillars, sont dans la brousse. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en réalité, ils se fragilisent. Le système est construit de telle manière que les représentants des peuples restent libres. Mais ils s'aliènent à cause d'un système qui a été mis en place pour enrichir les privilégiés et continuer d'appauvrir les pauvres. Alors, on a vu comment avocats, opposition, société civile sont levés pour notamment s'offusquer, principalement de l'article 127 au départ. Oui. Est-ce que c'était, je ne comprends pas, ça montre jusqu'à quel point le peuple camerounais ne croit plus en ses membres du gouvernement. On a eu le sentiment qu'il s'agissait d'un acharnement. Mais attendez, vous-même, vous ne voyez pas comme il y a une espèce de contradiction dans le fait de maintenir une opération dite épervier pour arrêter les gens, les prévaricateurs de la fortune publique. Et une disposition qui vient leur dire que dorénavant sera puni le magistrat et l'officier de police judiciaire qui va les arrêter, qui va les interpeller. Il y a une contradiction flagrante qui veut dire que l'opération épervier n'existe même pas. Qu'on demande que, écoutez, vous pouvez voler comme vous voulez. Et il n'y aura personne pour vous interpeller. Et c'est ça que... Mais je suis contre le fait que vous pensiez que c'est la disposition principale. Beaucoup de gens focalisent dessus. Mais il y a d'autres dispositions, comme cette disposition sur les loyers qui est quand même une grande première. Une aberration. Oui, c'est une aberration dans une république. C'est-à-dire que, autant qu'à faire, autant pénaliser tout le civil. Autant dire qu'il n'y a plus de code civil. Mais on va y revenir. Alors... les avocats se sont sentis à un moment donné lésés, ils n'ont pas été suffisamment consultés. À Bamenda, il y en a qui ont d'ailleurs marché. Ouais. Mais le ministre de la Justice a fait part de ce que l'ordre des avocats avait été consulté le 21 novembre, avait été consulté en 2011. En 2011, oui. On avait demandé aux avocats de faire parvenir leurs observations. Ils ne l'ont jamais fait. Non, pas qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils l'ont pas fait. Non, si, attendez, à l'époque, le barreau était représenté par État Besson, un anglophone, qui a vu le projet. À l'époque, le barreau a donné son input. À l'époque, le ministre de la Justice était Amadou Ali. Il n'était pas Laurent Esso. Le problème, c'est qu'il semblerait que le projet qu'on leur a présenté en 2010 ou 2011 n'est plus le même
Je ne sais pas si c'était 2010, je me sens. 2011, 2011. Bon, on va dire 2011. Le 21 novembre. Voilà. Donc, il semble que ce projet-là a mué. Il n'est plus le même que celui qu'ils avaient examiné. Notamment, des dispositions ont été introduites subrepticement, dont l'article 127, là, auquel nous faisons allusion, et l'article, je ne sais pas lequel, 300, je ne sais pas combien, sur les loyers, là, n'était pas prévu. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été subrepticement mises là-bas. Or, voyez-vous, entre 2011 et quand même 2016, il s'est passé 5 ans. Oui. Et le portefeuille ministériel a changé. Donc, le nouveau ministre a voulu faire quelque chose qui lui ressemble à lui. Il a changé. Maintenant, quand il a modifié, je pense quand même qu'il eût été important de repasser ça également au barreau pour voir que les dispositions que j'ai ajoutées, ou que j'ai modifiées, ou que j'ai amputées. Il faut le soumettre. Oui, je dis que nous sommes dans un cadre où ce n'est pas le législateur normal qui légifère. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui légifère par voie de proposition de loi. Nous sommes dans un cadre exceptionnel où depuis 1960, c'est l'exécutif qui joue le rôle de législateur. C'est-à-dire qu'il fait des projets de loi que, muni de sa majorité obèse au Parlement, et les lois passent comme une lettre à la poste sans être discutées. La preuve, on vous dépose une loi, un projet de loi la veille et on vous dit que le lendemain, il doit être prêt. Donc, oui, c'est-à-dire que vous avez à peine 3 jours pour lire, pour comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on les force et qu'ils sont mis là. D'ailleurs, quelqu'un a dit que certains députés sont cooptés, qu'ils ne sont pas tout à fait votés. Et donc, ils sont cooptés pour pouvoir jouer ce genre de rôle. C'est-à-dire, vous faites passer les projets de loi comme une lettre à la poste. Ça arrange le gouvernement. Le gouvernement du Cameroun est le législateur du Cameroun. Conversation sur Cap News 24, la chaîne de l'information en continu. Notre invité, Maître Jean de Dieu Momo, il est avocat au barreau du Cameroun, président du PADEC, il est surtout notre invité. Alors Maître, j'aimerais qu'on revienne sur un autre aspect, notamment celui des loyers, contenu toujours dans le code pénal. Ouais. Un locataire qui ne paye pas son loyer, 2 mois d'arriéré, pourrait être emprisonné. Oui, je dois dire que c'est mauvais de ne pas payer son loyer. Et que moi aussi, je suis locataire par ailleurs. Je suis propriétaire et locataire. Mais je paye mes loyers. Voilà. Je pense que cette disposition est inspirée du fait que beaucoup d'avocats et d'opérateurs économiques, de militaires, de policiers, enfin des gens qui ont un certain pouvoir de nuisance, ou un certain pouvoir, une certaine connaissance de la loi, abusent des propriétaires dans les quartiers, restent dans des maisons et ne payent pas. Et j'ai été l'avocat de certaines veuves qui nourrissaient leur famille avec les loyers issus de la construction familiale. Et donc, quand quelqu'un reste dans cette maison et qui ne paye pas, je pense quand même qu'il faut une disposition qui permette de protéger, c'est-à-dire la veuve et l'orphelin. Mais sauf que aujourd'hui, la loi qui a été faite ne protège pas la veuve et l'orphelin, puisque vous savez que ce n'est pas tous les loyers qui vont être justiciables devant. Ce n'est pas automatique pour tout le monde. Il faut payer sa taxe foncière, il faut avoir enregistré son bail pour bénéficier de la loi. Mais le plus grave, c'est que quoi? C'est qu'il y a une entorse à la procédure même. C'est que cette disposition sur les loyers, pénaliser les loyers, filouterie de loyers, c'est pénaliser une disposition civile qui relève de la justice civile, du code civil, comme le mariage, comme le contrat, comme, je ne sais pas moi, quand vous faites... On a soustrait du civil une disposition, on l'a mis au pénal. Pour mettre au pénal. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'on a pénalisé une dette d'argent, contrairement à ce que les Nations Unies, n'est-ce pas, à nos conventions avec les Nations Unies, avec ce que nous avons signé, comme accord avec, n'est-ce pas, la communauté internationale. Mais regardons le fait, est-ce qu'on peut comprendre la démarche du gouvernement On comprend, ça se comprend, mais ça ne se justifie pas. Parce que, au lieu de pénaliser, moi j'ai dit il y a 2 options qui font que, en pénalisant les loyers, en pénalisant le locataire qui ne paye pas les loyers, il faut regarder le mal à la source. On donne l'impression
de sacraliser l'investisseur, de protéger l'investisseur. Mais je dis, allons jusqu'au bout de la logique. Oui. Je paye mes loyers avec mes salaires. Oui. Si mon patron ne me paye pas mes salaires pendant 6 mois, avec quoi je peux payer mon loyer? Donc, quant à faire, il faut donc instruire, aller plus loin et mettre la filouterie de salaire contre le patron qui ne paye pas ses employés pendant 2 mois, pendant le même délai. Donc, en disant que si un patron ne paye pas ses loyers, ses salaires, vous voulez que l'employé paye sa maison. Avec quoi? Avec quoi? Donc, si on pénalise les deux, je comprendrais qu'on veut porter une solution à une demande sociale. Oui. Mais je dis qu'en réalité, s'agissant d'une affaire civile, on ne devrait pas la pénaliser. On devrait plutôt ouvrir les possibilités à un locataire d'expulser facilement un propriétaire, un bailleur, un propriétaire, un bailleur, d'expulser facilement le locataire. Oui, oui. On te dit que s'il est avéré que vous devez, on va dire quoi, 3 mois, 4 mois de loyer. 2 mois c'est suffisant, mais depuis 2 mois... Bon, oui, bon, on va dire ça, le principe, je parle du principe. Oui, oui. Parce que sans qu'il y ait une force majeure, parce qu'il y a des cas de force majeure, donc on peut dire, on peut assouplir plutôt la voie civile, la voie d'exécution, ce qu'on appelle les voies d'exécution, oui. S'agissant du bailleur, oui. En disant, si on ne paye pas pendant 2 mois, expulsion sans aller même au tribunal, oui. Par exemple. Sans passer par un huissier. Oui, par exemple. Ou bien on passe par un huissier, parce qu'il faut bien qu'on... Ou bien on passe par le juge. Oui. Hein, parce que si tu dis que expulsion sans passer le juge, passer devant le juge, ce sera l'anarchie d'ailleurs. On ne peut pas tolérer l'anarchie. On peut dire, il y a le juge des référés qui est déjà là. Il faut restaurer le référé. Il faut donner ces lettres de noblesse au référé. Le référé est devenu une juridiction qui était un référé d'heure à heure, c'est devenu un référé de mois en mois. C'est-à-dire un référé dure 1 an. Alors que la procédure de référé, qui était une procédure adéquate pour expulser un locataire qui ne paye récalcitrant, le juge constate que ça fait 2 mois que vous n'avez pas payé et doit prononcer votre expulsion. Par exemple, malheureusement, il y a des procédures qui font que le juge de référé renvoie jusqu'à 1 an. Donc, on n'a pas besoin de pénaliser les loyers, l'absence de paiement des loyers. D'abord, parce que nous violons, n'est-ce pas, les règles internationales en la matière. On pénalise la dette civile, ce qui est vraiment en violation de nos accords avec, n'est-ce pas, la communauté internationale. Les accords que le Cameroun a ratifiés. Deuxièmement, nous pouvons être libres d'atteindre le même résultat, c'est-à-dire aider les investisseurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit, aider les gens, parce que le peuple dit quoi? Que vous avez détourné l'argent pour construire les maisons. Et maintenant que nous restons, on ne veut pas payer, vous voulez qu'on nous mette en prison parce qu'on n'a pas payé. Donc on devrait déjà demander l'origine de vos avoirs, comment vous avez fait pour avoir l'argent là pour construire la maison. Alors maître, toujours dans le code pénal, il y a d'autres articles, il y a d'autres sujets, il y a par exemple l'adultère pour l'homme aujourd'hui. Oui. Bon, et c'est ça que je dis que nous ramons encore à contre-courant de ce qui est universel. Pénaliser l'adultère tel qu'on veut durcir un peu le ton. L'adultère était déjà puni. Oui. Sous prétexte qu'on veut protéger la cité, la famille, etc. Nous sommes en train de vouloir déjà proposer qu'on allège les procédures de divorce. Le mariage est qu'un contrat civil entre 2 personnes majeures, consentantes et volontaires. Il ne faut pas les obliger. Et l'adultère, c'est quoi? Vient de quoi? De ce que le mariage confère aux mariés un privilège sexuel. Un privilège sexuel, c'est-à-dire que le fait d'avoir le sexe avec une seule personne. Et ce privilège-là est sanctionné si vous le violez par une loi pénale. Mais comme le corps humain est hors du commerce, on ne vend pas le corps humain. Les gens ont tendance à considérer que en pénalisant l'adultère, vous voulez montrer que la femme est la propriété de l'homme et l'homme la propriété de la femme. C'est-à-dire que oui, comme si on avait, c'était approprié l'homme, si l'homme était entré dans le marché.
Je pense que c'est déjà une infraction qui existait, mais quand même, on devrait plutôt alléger. Il ne faut pas qu'on aille en prison pour ça. Qu'on a montré que l'homme aussi pouvait véritablement commettre l'adultère, quel que soit le lieu. Oui. On a le sentiment qu'on a plutôt poussé les hommes à être polygames. La polygamie encore, je crois que c'est même le régime de droit commun. Mais on voit aussi les polygames qui commettent l'adultère. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Que s'agissant d'un contrat civil, la rupture de l'obligation de consommation de relations sexuelles avec une seule personne ne devrait pas entraîner forcément la mise en prison de l'autre. Ça peut être constitué d'une faute de divorce. Parce qu'en réalité, vous le faites pour combien de temps? Vous le faites pour combien? Combien de femmes vont porter plainte contre leur mari pour adultère? Il y a que, je veux dire, c'est un problème de niveau. Il y a les jeunes femmes là qui sont formées à l'école occidentale aujourd'hui, qui sont des magistrats, qui sont des avocats, qui vont s'amuser à faire cela. Mais c'est quand ils comprendront qu'ils ont mis le père de leur enfant en prison et celui qui pourvoyait, n'est-ce pas, à la charge familiale, ils vont comprendre que ça c'est trop compliqué. C'est pas de même. Oui, non, franchement, c'est trop compliqué. C'est vrai qu'il faut quand même mettre des balises pour ne pas tolérer le libertinage sexuel. Finalement, mais dans ce code, qu'est-ce qui est bien? La dot, on a aussi revu la dot, on estime maintenant qu'elle doit revenir à sa valeur symbolique. On peut poursuivre aussi la belle famille si le montant de la dot est exorbitant. On sait qu'il y a des familles où le montant est tellement exorbitant que... Je pense que c'est normal. C'est normal que le législateur se soit penché là-dessus parce que beaucoup de jeunes gens ne sont pas mariés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la dot. Alors que si on facilitait le paiement de la dot, beaucoup pourraient se marier légitimement. On a favorisé un peu ce qu'on appelle au quartier le viens, on reste. Je n'ai pas l'argent pour payer la dot, donc viens, on reste. On reste en attendant. Et le viens, on reste devient un ménage de fête qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis avec les conséquences, c'est qu'il y aura des enfants. Et c'est pour ça que je vais saluer aussi l'effort de certaines mairies qui font les mariages groupés pour tous, c'est-à-dire qui encouragent, n'est-ce pas, parce que le mariage à l'état civil, c'est gratuit. Donc les gens ont instauré maintenant de l'argent dans les mairies, c'est payé 50 000 pour faire le mariage, tout ça pour décourager les jeunes. Les jeunes viennent, ils veulent se marier et ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas 50 000 pour aller payer le maire. Et donc ça, c'est vraiment... maintenant, ça dit tu dois payer déjà la dot qui est exorbitante. On a vu partout ailleurs, c'est pratiquement 500 000. Au nord, c'est pas grand-chose. Avec 50 000, vous pouvez vous marier au nord. À l'ouest, chez moi, il faut compter dans les 250 000, 300 000. Au centre littoral, c'est plus cher. C'est plus cher. Exorbitant. Oui. Des millions de francs CFA. Voilà. Avec des chèvres, des moutons. Voilà, j'ai appris ça. J'ai appris ça, qu'ici, c'est beaucoup plus cher encore. Alors, donc, ça fait que les jeunes sont repoussés du mariage. Et donc, j'approuve que le législateur soit revenu. Mais de vous à moi, quand on demande à un jeune une scie à moteur, 8 chèvres, 185 balles... Non, on exagère. Je crois qu'on a exagéré. La dot doit reprendre sa valeur symbolique. C'était une valeur symbolique. C'était l'union des deux familles. Et puis, on s'asseyait, on buvait le vin de palme ou le vin de raffia. Et c'était terminé. On partageait la cola de l'amitié. S'il y avait l'huile de palme, on donnait à la mère et c'était tout. Voilà. Donc franchement, il ne faut pas qu'on fasse comme si on vendait nos enfants. Justement. L'être humain est hors du commerce. Voilà. Le programme, c'est Conversation sur CamNews 24, la chaîne de l'information en continu. Nous recevons Maître Jean de Dieu Momo. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il est président du PADEC, un parti politique de l'opposition qui a participé à l'élection présidentielle de 2011 et qui a obtenu le 8e rang devant beaucoup d'anciens partis politiques qui se réclament caciques. Voilà, Maître, on passe au deuxième sujet. C'est Maître Lydiane Eyoum qui est désormais libre. Elle avait été condamnée pour 25 ans d'emprisonnement ferme pour détournement de deniers publics au Cameroun. C'était en 2014 qu'elle avait été condamnée. Voilà, elle vient de bénéficier d'une remise totale de peine par le président de la République, Paul Biya. Je reprécise qu'elle est franco-camerounaise, ça allez donc comprendre pourquoi. Est-ce que sa nationalité l'a sauvée? Oui, je crois que c'est le cas de le dire. Sa nationalité l'a sauvée. Parce que si elle n'était pas
française. Elle n'est pas franco-camerounaise. Elle est française. Il n'y a pas la double nationalité. En principe. Elle est française. Il n'y en a pas, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans les lois, elle existe dans les faits. Roger Mila est français. Il ne faut pas vouloir se l'approprier. Le chef de l'État aussi. Je ne sais pas si le chef de l'État l'est, mais je sais que quand quelqu'un a pris une nationalité étrangère, il perd automatiquement la nationalité camerounaise. C'est ça la loi. Et je ne pense pas que le chef de l'État soit français. Non, pas français, il n'est pas de Suisse. Vigourou, elle a beau être française, peut-être on s'est marié sous le régime camerounais. Donc, c'est pas. Moi, je suis marié d'une Tanzanienne. Je ne suis pas Tanzanien pour autant. Je suis Camerounais. Donc, oui, sa nationalité française l'a sauvé. Et donc, les Marafas qui sont en Pourquoi? Parce que les Marafas dont vous parliez, et les autres, sont en prison parce qu'ils ne sont pas français. S'ils avaient été. Pourquoi je dis cela? Le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui ne défend pas ses ressortissants qui sont dans les prisons dans le monde. Je suis allé à Londres une fois et en ma qualité d'avocat des droits de l'homme. Je suis allé dans un centre de détention. Évidemment, on a enregistré. Quand on a su qui j'étais, avocat des droits de l'homme venu de l'Afrique, le même jour, il y a eu, comme on m'a rapporté, que 5 personnes camerounaises ont été libérées. 5 personnes dont les cas étaient un peu libérés immédiatement. Parce qu'on avait peur que moi je note ces cas-là et que j'aille relayer. Donc le Cameroun est l'un des rares pays qui ne se préoccupe pas de ses citoyens. Vous pouvez aller mourir tous en mer. Il n'y aura pas, personne ne dira rien. Le Cameroun, les autorités camerounaises, d'ailleurs, ils méprisent les Camerounais. Or, l'État français, le devoir consulaire de l'État français le contraint, lui, les dirigeants, à s'intéresser aux Français détenus où qu'ils soient dans le monde. On a vu Sarkozy le faire, on a vu Hollande le faire. Un Français, moi je suis l'avocat d'un Français, je suis l'avocat de Thierry Atangana. Et me suis impliqué dans la libération de Elidienne Eyoum, dans mes démarches à Paris, pour faire campagne pour sa libération. Une petite parenthèse. Oui. On se rend compte que la plupart de ces gens-là n'étaient pas français quand ils commettaient les forfaits. Attends. Il ne faut pas relayer ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas relayer. Vous êtes là pour nous Thierry Atangana était français lorsqu'il arrivait au Cameroun. On a fait croire ce que vous dites là au peuple. Je parle de Maître Lidien Eyoum. J'arrive. Ouais. Était français lorsqu'il arrive au Cameroun, avec un passeport français et il séjournait avec une carte de séjour. J'ai dû démontrer ça pour permettre que la France s'implique dans sa libération. Sans ça, le gars là serait mort en prison comme les Marafas sont là, il serait encore là aujourd'hui. Donc c'est quand j'ai démontré qu'il n'a pas la double nationalité au Cameroun et qu'il a la nationalité française que la France de Sarkozy, ensuite celle de Hollande, s'est impliquée dans son affaire. Parce que je demandais à Sarkozy, tu ne peux pas aller aider les gens en Colombie, au Mexique, au Liban, etc., en Iran, et ne pas venir au Tchad même. Et tu ne traverses pas pour aller au Cameroun, à Yaoundé. Il y a quelqu'un qui est enfermé là-bas, il y a un Français qui est enfermé là-bas. On a fait du boucan, oui. J'ai fait du boucan dans cette affaire, j'ai rencontré la presse internationale pour ça. Lydie Eyoum est mariée à un Français depuis 2006, longtemps avant l'inflation qui l'amène en prison. 2006. Elle est mariée à un Français. Quand vous êtes marié à un Français, et sa procédure de naturalisation est en cours. Comme ma femme, c'est tanzanienne, elle est mariée avec moi depuis quoi, on va dire 2000, je me souviens plus, 2007. Ouais. D'accord? Oui. Depuis que nous sommes au Cameroun, j'ai introduit sa procédure de naturalisation. C'est en route. On a demandé de produire un certain dossier que j'ai produit à Yaoundé et que je vais encore produire au niveau local ici. Le Eyoum, marié en 2006, introduit sa procédure qui est en cours. Dans l'intervalle de 2006 à 2014, elle est arrêtée, elle est jugée, elle est condamnée. Et pendant qu'elle est condamnée,
Sa procédure suit son cours, ça n'a rien à voir avec sa condamnation ici. Ouais. Sa procédure suit son cours et elle devient française, je crois, aux alentours de 2012, je ne sais plus très bien. Elle devient donc française. Ça dit que sa procédure, sa condamnation. Oui, sa procédure aboutit. Oui. Et elle excipe le fait qu'elle est française. Et c'est normal. Parce que si elle sait qu'elle est camerounaise, le Cameroun revendique le droit à torturer les Camerounais, à les tuer, ça au besoin. Ils revendiquent. Ils disent, vous êtes mes enfants, donc je peux vous tuer. Ça, c'est la position du Cameroun. La France revendique le droit de sauver ses ressortissants partout ailleurs dans le monde. Et c'est ça, les pays développés, c'est ça que moi j'aime en France. C'est ça que j'aime en France. J'aimerais être français pour ça, pour être défendu. J'aimerais être américain pour ça, pour être défendu. Les Américains ne peuvent pas laisser un Américain en prison dans le monde, quelque part. Ils vont intervenir, au moins pour qu'on assouplisse les conditions carcérales. On n'intervient pas pour dire qu'il n'a pas commis une infraction, mais on intervient pour dire est-ce que ce jugement-là a été équitable, a suivi les cadres, les canaux, n'est-ce pas, les règles de la matière. Voilà, en matière. Donc c'est pour ça que la France intervient à bon droit pour ses citoyens. Et moi, je tire mon chapeau à la France. Il ne faut pas penser que les gens vont dire le sentiment anti-français et dérouler n'importe quoi et dire que Hollande est venu et intervenu et donc la France est quoi, un colon qui vient donner des ordres à Paul Biya. La France l'a fait en Colombie, la France l'a fait au Mexique, la France l'a fait en Iran, d'accord, en Libye. La France l'a fait au Tchad. Donc je veux dire que il faut comprendre que c'est l'obligation de chaque État. C'est une obligation consulaire, consacrée, de chaque État de défendre ses ressortissants. Maintenant, si le Cameroun ne veut pas défendre ses ressortissants, vous voulez accuser la France de quoi? On aura donc François Hollande a joué que son rôle. La nationalité de Maître Lydiane Neyou l'a sauvé. Oui, ça c'est clair. Bénéficier d'une remise totale de peine prononcée par le chef de l'État, Paul Biya. Il convient de préciser qu'elle était condamnée pour 25 ans de prison, oui, 25 ans au motif de détournement de deniers publics. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aussi attendre que cela suive, puisqu'on est dans le cas des passés éperviers, je précise elle n'a pas été condamnée seule, n'est-ce pas? Évidemment, c'est pourquoi je dis, est-ce qu'on peut attendre Mais les autres ne sont pas français. Alors, prenez la nationalité française et vous bénéficierez d'un État qui va vous protéger. Bon, moi je dis ça pour rigoler. Non, je comprends très bien. Mais quand même, pour être sérieux, je dis que le Cameroun gagnerait à copier les bonnes actions de la France et non pas seulement les mauvaises. Bon, on comprend donc que vous pouvez défendre. Un Camerounais est mort quelque part là-bas en France, dans la mer. Sur sa tombe est écrit quelque chose comme quoi, la tombe de l'inconnu, quelque chose. C'est le maire d'une ville française qui l'a enterré. On ne sait pas d'où il vient en Afrique. Le Cameroun et l'Afrique ont cette particularité de ne pas s'intéresser à leurs ressortissants. En France, si quelqu'un meurt pour le compte de la France, il y aura un arbre qui va porter son nom. Il y aura une rue, il y aura une plaque commémorative quelque part. Combien de Camerounais sont partis faire la guerre en 1940 pour libérer Paris? Combien? Ils étaient répertoriés où? Quels sont leurs noms? Ils venaient de quelle famille? Ils s'appellent comment? Alors, maître, le Cameroun ne s'occupe pas de ça. Quand on vous comprend, on a le sentiment, avec peut-être regret, de dire que ça va être dur pour Malafa, Amidou Yaya, Yves Michel Fotso, Jean Baya, Mbala et consorts. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que la remise de peine, celle-ci, ne remet pas au goût du jour? J'insiste, la question maintenant, la problématique profonde et grande de la double nationalité au Cameroun. De la double nationalité. Justement. Si, bien sûr. Bien sûr, mais en l'état actuel, hein, où nous avons un gouvernement qui se soucie peu du Cameroun, de ses ressortissants, la double nationalité, écoutez, c'est un sujet sensible, c'est un sujet important. La double nationalité est utilisée par le pouvoir pour un but précis. La double nationalité c'est-à-dire que le refus, le rejet de la double nationalité vise un objectif de contrôle du pouvoir, de maintien au pouvoir. On est en train de faire sortir
les Juifs du Cameroun. On est en train de faire sortir une masse de peuples qui ne sont pas proches du pouvoir. On les fait sortir et pour se débrouiller dehors, ils prennent la nationalité équato-guinéenne, gabonaise, française et ne peuvent plus rentrer. Quand ils rentrent, ils ne peuvent pas rentrer dans les affaires. Oui. Ils ne peuvent pas être Ils sont éliminés en fait. Ils sont éliminés. Ils ne peuvent pas être... Mongo Betty, quand il est revenu pour se présenter comme député, on lui a dit, monsieur, vous êtes français. On l'a rejeté. Donc, le Cameroun utilise ça pour protéger le pouvoir. Parce que le pouvoir en place est en train de se reproduire. Et le fils de Membego est déjà administrateur civil principal, le premier adjoint préfectoral du Vouri. Il remplacera déjà le père. Le fils de général Paye est déjà colonel. Il remplacera le père quand il sera colonel. Donc il y a beaucoup de fils des grands. Les Pondi a remplacé le père. Pondi qui est machin là. Amérique. Oui, il a remplacé le père. Donc, secrétaire général de l'université Yaoundé 1 ou 2, je crois. Donc il y a les fils de ces gens-là. Il n'y a que Mathias, le pauvre Mathias, qui au lieu de se taire et de remplacer le père, il est là pour bavarder jusqu'à on l'a exclu. Donc bref, pour ça c'est pour rire. Mais pour dire sérieusement, le régime est en train de se reproduire. Il a déjà des réserves pour 2050. Bon, maintenant qu'il a déjà des réserves pour 2050, nous autres, les autres, comme nous, moi je sais que mes enfants ne peuvent pas avoir une place au soleil, au pouvoir. Si on me combat, a fortiori, on combattra mes enfants. Donc le salut de mes enfants ne sera qu'à l'étranger. Et ils seront, pour qu'ils soient intégrés là-bas, ou là-bas ce n'est pas évident. On est en train de les combattre en France. On dit que vous venez prendre nos emplois. Aux États-Unis, on les combat. En Afrique du Sud, on les combat. Donc on sera quelque part des apatrides demain. Parce qu'on ne pourra pas avoir la possibilité de rentrer chez nous pour avoir pris une nationalité étrangère. Et donc le pouvoir utilise ça contre nous, pour nous maintenir dehors et se reproduire et renouveler son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que on a vu que à Kigali, au Rwanda, ceux qui avaient pris le pouvoir contre la royauté avaient chassé les Tutsis. Mais quand les Tutsis, dont Kagame, se sont formés dehors en Ouganda, ils sont revenus plutôt avec la violence, avec la guerre. Et il y a eu ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda. Donc que ceux qui fassent ça ne pensent pas que ces gens-là vont rester éternellement en exil. Ils vont rester en exil, mais ils vont chercher à rentrer un jour dans leur pays. Parce que quand ils rentrent et que vous leur dites qu'ils ne sont pas éligibles parce qu'ils ont perdu la nationalité camerounaise, regardez que c'est une loi qui a été prise sous Aïdjo. C'est une loi de longue date, en 69, qui a été prise contre les Mongo Betty, contre les opposants camerounais. C'est-à-dire que les gens qui s'opposaient, les Ernest Wandier, les gens qui partaient à l'époque, beaucoup étaient partis en Russie pour se former. Et on les appelait les communistes. Les gens qui étaient rouges, quand tu venais de Russie, on ne t'intégrait pas ici. Exactement. Oui, on ne t'intégrait pas. On vous étiez vraiment les pestiférés quand vous rentrez de Russie pour venir au Cameroun. Donc, c'est ça qui continue. C'est le même régime qui continue sous d'autres noms, sous l'appellation RDPC. Mais c'est le même régime. Alors, Maître Jean de Dieu Momo, on termine ce programme avec notre sujet. Militante à rebondissement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, Aminatou Aïdjo est désormais présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé, au sortir, ou alors c'est la teneur d'un décret présidentiel aujourd'hui. Est-ce que c'est une reconnaissance de votre point de vue ou bien il s'agit là d'une personne que vous estimez être apte à occuper ce poste-là? Non, je pense qu'elle est apte. Elle est bien formée pour obtenir ce genre de poste. Mais il faut aussi dire que c'est un poste de récompense, puisqu'on ne peut pas me le donner à moi, qui ai également une formation similaire. On peut pas donner à quelqu'un, ma fille, qui a une formation de communicatrice politique, on peut pas donner à quelqu'un. C'est un poste de pouvoir politique. C'est un poste de récompense. Mais il faut dire quand même les choses comme elles sont. Cette fille-là, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. J'ai été étonné qu'elle choisisse le camp qui a tué son père
Hein, Entre guillemets. On va dire ça entre guillemets, le fils tue le père, n'est-ce pas? Paul Biya a tué le père pour pouvoir exister. C'est normal, c'est freudien. Donc j'ai été un peu au départ. Mais quand j'analyse bien, je dis qu'elle a beaucoup de courage, elle a beaucoup de volonté. Elle a grandi hors de son pays et son pays lui manque. Elle a besoin de jouer un rôle ici. Il fallait automatiquement jouer le rôle là au sein du RDPC. Oui, je crois que c'est une fille de politique. C'est une fille de politique qui a dépassé. Qui a dépassé les considérations. Oui, les petites considérations comme base, quoi. De bas étage. Oui. Non, elle fait politique. D'accord? En politique, il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de rancune. Tu me tapes aujourd'hui, demain je te tape. Il n'y a pas de rancune. Seuls les intérêts comptent alors. Hein? Seuls les intérêts comptent. Oui, oui, oui. Et son intérêt, c'était de rentrer au Cameroun et de jouer un rôle politique. C'est-à-dire d'être à la place que je ne peux pas obtenir. Que moi, je dois forcer, on va me barrer. Mais elle, on lui dit, pardon, maman, tu veux quoi? Prends ça ici quand même. Il convient de rappeler qu'elle a rejoint le RDPC en 2013, moyennant, je crois, 400 millions de francs CFA, tambour battant. Oui. Elle est revenue de l'Europe, je pense que c'était quelques temps avant la campagne pour les législatives cumulées. Exact. Exact. Oui, c'est pour ça qu'elle dit que j'avais été choqué que rejoigne les rangs du RDPC et non de l'opposition. D'autant plus que je voyais sa mère, j'écoutais sa mère dans les radios, dans les télévisions, Vous n'avez pas 400 millions de francs CFA à lui proposer, maître Jean-Dieu? Non. Le PADEC n'avait pas 400 millions? Non, on n'avait pas 400 millions à lui proposer. Bon, moi, j'en sais rien. Mais je dis quand même que elle a choisi le côté qui peut la faire valoir. Et je pense qu'elle a choisi... elle a bien fait. Il faut la féliciter. Alors, elle s'est désolidariser de ses parents, de sa famille. Hein, on m'a dit que ça fait depuis 2008 qu'elle ne voit pas sa famille. Elle devrait se réconcilier avec sa famille. Il ne faut pas que sa mère reste fâchée contre elle. Elle ne doit pas jouer le rôle. Elle n'est pas là pour venger son père. Elle est là pour exister elle-même. À chacun son combat. Oui, à chacun son combat. Le combat de son père n'est pas son combat. Il faut que sa mère réussisse à comprendre cela et à lui pardonner. Ainsi que ses sœurs, ses grandes sœurs doivent l'accepter. Il ne faut pas qu'on la marginalise. Est-ce qu'on peut voir cela comme les premiers pas vers un poste beaucoup plus luxueux, beaucoup bien plus entendu, c'est évident. Bien entendu, c'est évident. Je pense que c'est évident. Au prochain remaniement, si elle fait d'abord ses preuves, puisque apparemment elle a des projets de relooking, de Palais des Congrès. Si elle fait un relocage du Palais des Congrès tel que c'est apprécié, il est évident que dans le prochain gouvernement, elle peut passer ministre. Non, de toutes les façons, c'est clair qu'elle est bien positionnée pour être ministre. Et c'est à l'avantage d'elle-même, mais à l'avantage de Paul Biya. Qui dit que moi j'ai quand même un ministre qui est fils de l'ancien président. Ouais. Vous ne pouvez pas me reprocher que je n'ai pas fait venir le corps, etc. Ministre des Arts et de la Culture, quand on la nomme PCA du Palais des Congrès, Narcisse Moulé-Kombi a vraiment... beaucoup de... non, je ne pense pas que ce sera comme ça. Narcisse Moulé-Kombi, m'a-t-on dit, en train de faire un excellent travail. Et bon, c'est vrai aussi qu'on ne récompense pas toujours ceux qui font le bon travail. Donc, quand même, ne supputons pas sur le sexe des anges. Oui, oui. Voilà, laissons les choses en l'état. C'est Paul Biya qui est le maître du temps. J'ai relevé le fait simplement parce que c'est Narcisse Moulé-Kombi qui l'a installé. Oui. Et puis, quand on vous donne un poste de PCA du Palais des Congrès, ça relève de la culture. Oui. Et je pourrais voir l'inverse, vous installez une personne qui demain prend... Oui, ça arrive souvent dans ce pays. Ce ne serait pas la première fois. Alors, ce ne serait pas la première fois. Attends, maître Jean de Dieu Momo, peut-on estimer aujourd'hui qu'il s'agit, par cette nomination-là, de la réconciliation entre Aminatou Ahidjo, au moins, et le RDPC, entre les deux familles, au moins à partir d'Aminatou Ahidjo? L'âge de guerre... Avant Aminata, il y a eu déjà le grand frère, le fils d'Ahidjo, qui joue encore un rôle dans le pays. Ambassadeur, je crois. Oui, oui, tu vois, donc... Il n'y a pas que Aminata, il y a le grand frère lui-même qui a déjà joué ce rôle-là. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le fils de Germaine, c'est le fils de la première femme. Voilà. Mais c'est le fils Germaine de avec beaucoup plus de charisme. De charisme. C'est parce que c'est elle qu'on a vue. Voilà. C'était la dame de sortie, c'était la première dame, lorsqu'elle n'était plus avec sa première femme. Donc, mais cela n'empêche que c'était son enfant. Oui,
On peut dire que c'est une amorce de... C'est une offre, c'est une main tendue. Une ouverture un peu. Oui, c'est une ouverture. C'est pour dire, nous ne sommes pas fermés à la réconciliation avec l'ancien régime. De toutes les façons, en politique, ça se fait. Mobutu l'a fait. Mobutu a réhabilité le Mumba qu'il a fait tuer. Donc, en politique, vous pouvez tuer quelqu'un et des années plus tard, pour vous reloquer, vous le réhabilitez. Donc, vous prenez la fille d'Amadou Ahidjo, vous mettez au pouvoir, vous le bichonnez, vous la bichonnez, pour montrer que vous êtes humain et que vous avez pardonné. Voilà. Maître Jean de Dieu Momo, on sort de ce programme Conversation. On vous promet de vous réinviter une fois. Ce sera uniquement sous la casquette de président du PADEC. Vous avez fait la remarque, on a invité un parterre de présidents de partis d'opposition. Pas vous, mais croyez-nous, on vous fera l'invitation uniquement pour parler du PADEC, de ce parti politique de l'opposition. Ce sera peut-être à l'occasion de votre 2e, 3e ou 4e anniversaire. Ça va se faire en tout cas. Alors, merci. Quand on sort de ce programme Conversation, on retient quoi? Code électoral, Lydia Youm, quel est le sujet qui vous accroche et par lequel vous souhaiterez qu'on sorte de ce programme? Disons que le sujet qui m'accroche, c'est la révision du code pénal. Parce que c'est mon métier. Cette révision est d'une sensibilité qui doit interpeller le chef de l'État et lui demander de renvoyer la disposition sur les loyers, la disposition sur comment on dit ça, les fonctionnaires, hein, sur l'immunité à la révision. J'approuve le fait que, par exemple, le harcèlement sexuel ait été intégré. Mais l'article a été amendé déjà. Oui, a été intégré dans le harcèlement. On a supprimé membre du gouvernement. Maintenant, c'est quiconque. Oui, c'est quiconque. On a enlevé, il n'y a pas. Quiconque. Donc, vous souhaiterez que cela s'étende sur le loyer aussi? Exactement. Pourquoi? Parce que sinon, déjà à l'heure actuelle, les commissariats et les gendarmeries sont des agences de recouvrement des loyers. Actuellement. S'il met ça dans la loi... Donc on ne pénalise pas le civil en fait. Ah oui, il ne faut pas pénaliser le civil. S'il met ça dans la loi, c'est foutu. On ne fera plus rien. Je lui ai dit que mon fils a été tué d'une balle à Bepanda. On n'a jamais attrapé le bandit. Les policiers sont trop occupés à recouvrer les loyers dans les postes de commissariat pour faire le travail qui est le leur. La sécurité des personnes et des biens est la mission de la police et de la gendarmerie. Mais si on surcharge ces officiers-là avec des infractions nouvelles qui ne sont pas en réalité des infractions à la loi pénale, je pense que ça voudra simplement dire qu'ils n'ont rien à faire. Merci, Maître Jean de Dieu Momo, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et la promesse d'inviter le président du PADEC pour parler de notre parti. Évidemment. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme Conversation. Merci de rester en compagnie de la chaîne de l'information en continu. Au revoir.